Bonjour et bienvenue à la 9e séance du cours de statique. Nous allons parler aujourd'hui du diagramme du moment fléchissant et nous allons voir comment on peut tracer ces diagrammes simplement en utilisant l'analogie du funiculaire qu'on a déjà étudié. Donc le fait que la forme, la courbe du diagramme funiculaire, du diagramme du moment fléchissant est analogue à celle du funiculaire d'un même chargement. Donc on va apprendre à utiliser cette analogie pour dessiner les diagrammes du moment. Un diagramme est une fonction, est le dessin d'une fonction que à chaque point de la poutre associe une certaine valeur. Notamment ici, nous sommes en train de chercher à tracer les diagrammes du moment fléchissant, donc une courbe qui associe à chaque point de la poutre la valeur moment fléchissant en ces points. Eh bien, le moment fléchissant est la grandeur la plus significative probablement de la résistance et de la déformation des poutres. C'est-à-dire que la connaissance du moment fléchissant et notamment de ses valeurs extrêmes nous donne une information fondamentale pour savoir si la structure a été définie correctement, pour savoir si elle est correctement dimensionnée. En connaissant les diagrammes du moment fléchissant et en sachant identifier les points où celui-ci est extrême, on a moyen de dimensionner la structure correctement, tant d'un point de vue de la rupture que d'un point de vue de déformation qu'elle doit subir au cours de son fonctionnement. Donc, tracer les diagrammes du moment fléchissant signifie avoir la main sur le système, avoir une vue suffisante pour maîtriser les systèmes. Ces diagrammes, finalement, se tracent assez simplement à l'aide des techniques dont on va parler aujourd'hui. Alors, au cours de la séance, je vais utiliser une ficelle qui est une ficelle numérique, mais qui est censée représenter dans le tableau numérique ce que dans un tableau réel serait un simple fil de laine, comme j'ai eu l'occasion, malheureusement trop peu cette année, de faire un cours en début de semestre. Je vous invite éventuellement à récupérer un bout de fil de laine et accrocher au mur des feuilles sur lesquelles pouvoir dessiner les structures et pouvoir directement tracer les diagrammes du moment à l'aide du fil. Ce que je vais faire moi-même ici, c'est donner à cette courbe que je maîtrise à l'aide des tangentes et des points, c'est une courbe de Bézier, et donc de donner à cette courbe la forme qui est celle physiquement similaire, le plus que possible similaire à ce que physiquement aurait un vrai fil de laine qui porte les charges indiquées. Or, petite notice, toute structure qu'on va dessiner, ça soumis à un chargement, les charges existent seulement où elles sont dessinées. Donc le poids propre de la ficelle, d'une quelque manière, qu'on ne peut pas éviter dans la vie réelle quand on fait la manip, ce poids propre doit être négligé, donc négligeable par rapport aux charges appliquées. Cela signifie que quand on fait la construction physique, on utilise des charges un peu plus conséquentes que les poids propres du fil de laine. Par exemple, des simples stylos accrochés avec un bout de scotch suffit pour que la déformation du fil de laine soit essentiellement celle imposée par les charges et non pas celle imposée par les poids propres. Or, quand je vais dessiner la ficelle au tableau, je vais tenir compte de cela. Donc, par exemple, cette ficelle qui est dessinée au tableau serait la forme prise par un fil de laine tenu entre deux points et maintenu dans sa position sous son poids propre, comme par exemple c'est indiqué au tableau. Donc là, nous sommes en train d'utiliser les poids propres de la ficelle pour lui donner une forme. Donc c'est comme si elle était soumise à une charge plus ou moins uniforme. En réalité, c'est une charge uniforme distribuée sur la longueur de la ficelle. Nous avons l'habitude d'utiliser des charges uniformes distribuées sur la projection au sol. La différence entre les deux n'est pas très importante si la forme de la ficelle n'est pas excessivement en pente, n'est pas excessivement courbée finalement. Donc on peut imaginer ceci sans difficulté. On peut imaginer que si je tire davantage sur
sur la ficelle, donc accordez-moi le temps de réaliser numériquement la manip. Donc si je tire sur la ficelle, ceci se met en tension. Elle perd sa forme concave quasiment, éventuellement elle reste un petit peu, si on veut, ou peut-être qu'elle disparaît complètement si je tire encore plus fort et que je la mets encore plus en tension. Donc ce type d'exercice, il est bien connu et donc on va s'appuyer sur ce type d'analogie dans la suite de l'exercice. Donc ce qu'on va faire, on va identifier une structure qui est celle-ci sur laquelle on va travailler. Alors ceci est une structure isostatique. On le voit tout de suite. On fait d'abord le calcul du rapport entre les degrés de liberté et les degrés de blocage. Nous avons une simple poutre. Il y a donc 3 degrés de liberté en jeu. Nous avons au niveau des degrés de blocage, au point A, une glissière et donc 2 degrés de blocage. Au point B, un appui simple et donc 1 degré de blocage. Ce qui fait que le nombre de degrés de blocage est égal au nombre de degrés de liberté. 3 l'un, 3 l'autre. Ceci est une bonne prémisse pour obtenir une structure isostatique, mais il faut encore vérifier qu'il n'y a pas de mouvement possible à cause d'une mauvaise disposition de liaison cinématique. On va tout de suite constater que ce n'est pas le cas. En fait, la glissière A impose que le centre de rotation de la poutre accrochée à la glissière, donc de la poutre ABC, se trouve à l'infini dans la direction horizontale, la direction indiquée par les biais de la glissière. Par ailleurs, l'appui simple B impose que le centre de rotation de la poutre se trouve quelque part sur l'axe de l'appui, cet axe vertical qui passe par B. Or, il est connu que les axes verticaux ne passent pas par les points à l'infini des axes horizontaux, et donc il n'est pas possible pour la poutre de bouger, parce que si elle bougerait, dans le cas où elle devrait bouger, son centre de rotation devrait se trouver à la fois à l'infini dans la direction horizontale et sur une droite verticale, notamment la droite par B, ce qui est impossible. Voilà donc qu'on a démontré que la poutre est immobile, et puisque le nombre de degrés de blocage est égal au nombre de degrés de liberté, il s'agit d'une structure isostatique. Puisque c'est une structure isostatique, nous pouvons adopter la méthode dont je vais vous parler pour identifier les diagrammes du moment. Et en général, nous sommes capables, dans une telle structure, de calculer les efforts antérieurs et les réactions comme on veut, à n'importe quel point les efforts antérieurs, les réactions sur toutes les liaisons cinématiques, grâce aux méthodes de calcul que nous avons déjà étudiées. On va donc reprendre la ficelle et on va imaginer donc de mettre cette ficelle en condition de porter la charge qui est indiquée au tableau. Alors, cette charge, elle se trouve donc distribuée seulement entre les points A et les points B. Il n'y a pas de charge entre B et C. Je peux donc imaginer que la ficelle prenne une forme courbe là où la charge est présente et que elle reste droite là où la charge est absente. D'ailleurs, j'ai intérêt à introduire un autre point, comme ça j'indique clairement l'endroit où la ficelle devient droite pour le fait de ne porter aucune charge, si ce n'est qu'une charge axiale quand vous la montez comme ça. Donc vous pouvez imaginer les mains qui viennent tenir la ficelle dans cette position. Voilà. Ceci est une configuration de la ficelle qui est compatible avec les chargements. Alors, elle est compatible avec les chargements, mais elle ne représente pas pour le moment, pour l'instant, elle ne représente pas les diagrammes du moment parce que nous n'avons pas introduit quelque chose qui est essentiel pour les diagrammes du moment, qui sont les liaisons cinématiques. Il faut qu'on introduise ce qu'on appelle les conditions au bord pour identifier la courbe qui est le diagramme du moment. Alors, je vous fais remarquer que la propriété que la ficelle a d'être courbe pour porter la charge Q entre A et B et droite entre B et C n'est pas remplie seulement par la ficelle indiquée, par la géométrie indiquée. Par exemple, je peux imaginer de
tirer dans ce sens-là, comme ça. Voilà, ça c'est une autre forme qui est parfaitement adéquate pour porter la charge indiquée. Et vous voyez, pas très différente, mais différente dans la mesure où il y a une différence entre la hauteur du point correspondant au point A et la hauteur du point correspondant au point B ou au point C. Donc ces deux courbes, en effet, répondent au même chargement, mais ne répondent pas de même manière, globalement, au problème de l'équilibre funiculaire. Donc, il s'agit de deux ficelles qui sont tous les deux en équilibre funiculaire avec la charge Q en étant tenues à leurs extrémités, mais ils sont tenus à des extrémités positionnées différemment, et donc leur forme est différente. Je peux encore imaginer d'autres solutions, bien entendu. Par exemple, je peux encore réduire ces points jusqu'à les porter à la même hauteur que le point B. Voilà. Ça, c'est encore une autre position qui est admissible pour cette ficelle. Parmi toutes ces positions-là, il y en aura une qui sera notre diagramme du moment. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour savoir laquelle? Nous allons interroger la structure. Donc, je vais enlever la ficelle pour l'instant, je vais interroger la structure et je vais me poser la question, qu'est-ce que les liaisons cinématiques, qu'est-ce que les extrémités de la poutre me racontent par rapport au diagramme du moment? Chaque objet que vous voyez dessiné raconte son côté de l'histoire, pour ainsi dire, nous donne des prescriptions pour les diagrammes du moment. Alors, d'une manière un peu caricaturale, je vais mettre, voilà, des... Pardon. Voilà. Et je vais faire parler nos liaisons cinématiques et les extrémités de la poutre. Alors, ça c'est une glissière. Qu'est-ce qu'elle me dit la glissière? La glissière est une liaison qui donne une condition. La condition, c'est que le fort tranchant, donc tel qu'elle est montée, le fort tranchant au point A soit 0. Alors, je vous rappelle que les forts tranchants, pour mémoire, je vais faire une page de notes. Voilà, l'effort tranchant est égal à la pente du diagramme du moment. Donc je vais noter ça ici. V c'est l'effort tranchant, je vous rappelle, et la pente Alors cette phrase, qui est une phrase géométrique, quelque chose d'une information géométrique, nous dit que la pente d'une certaine courbe est mesurée à un certain point par la valeur de notre courbe, s'écrit d'un point de vue mathématique, disant que V est égal à M'. D'accord? C'est une façon de dire la même chose. Alors, il s'avère que M', pour les mathématiciens ou pour ceux qui connaissent les calculs différentiels, est la dérivée de la fonction M. Mais sans besoin de rentrer dans les détails de comment on calcule la dérivée ou qu'est-ce que c'est d'un point de vue analytique une dérivée, d'un point de vue géométrique, une dérivée d'une fonction est la pente de la courbe qui dessine cette fonction. Et donc, exprimer l'équation V égale M', donc V est la dérivée de M, signifie, d'un point de vue géométrique, dire que la valeur de l'effort tranchant en un point est égale à la pente du diagramme du moment. Donc si l'effort tranchant est nul, le diagramme du moment n'a pas de pente, donc il est horizontal. Si l'effort tranchant est différent de 0,
le diagramme du moment aura une pente et notamment le signe. Donc, si l'effort tranchant est négatif, la pente sera négative et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est que la glissière dit quelque chose de précis, dit V égale 0 ici. Voilà, et c'est une affirmation forte. Vous ne pouvez pas faire autrement. Bah, donc, moi je connais le langage de poutres. Je sais que si quelqu'un me dit V égale 0 ici, je peux traduire cette information en disant la pente est égale à 0. Ok? Donc la pente est égale à 0. Je vais indiquer M' comme la pente. C'est la même chose. Quand j'écris M', je veux dire la pente du diagramme de M. Ok? Donc chaque fois que je vais écrire M', je vais dire la pente du diagramme. Alors la pente du diagramme est 0 au point A. Je vais maintenant interroger l'appui simple. Qu'est-ce qu'il dit l'appui simple? Bah, un appui simple comme ça, à l'intérieur de la poutre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer une réaction verticale. Il va générer une réaction verticale vers les hauts, vers les bas. Ça, nous ne l'avons pas calculé, donc on ne peut pas le dire. Mais en tout cas, il va générer une réaction verticale. C'est la seule chose qu'il va faire. Il ne va pas générer une réaction de type moment parce qu'il n'est pas capable. Il ne va pas générer non plus une réaction horizontale parce qu'il n'est pas capable. Il va générer une réaction verticale. Alors, ça signifie qu'en ces points-là, c'est comme s'il y avait une force concentrée. Ok, donc lui, il va dire, je vais générer une force concentrée. On va l'appeler réaction, parce qu'en effet, c'est une réaction. C'est la réaction de l'appui. Voilà. Ça, c'est ce qu'il va dire l'appui simple. Or, une réaction verticale signifie qu'en ces points, la ficelle qui représente les diagrammes du moment portera une force concentrée. Donc, on va faire ensuite une petite digression pour dire qu'est-ce qu'il fait une ficelle quand elle porte une force concentrée. Alors, je vais à nouveau prendre ma ficelle. Et je vais imaginer une ficelle portée par les deux mains habituelles. Et sur cette ficelle, on va mettre une force concentrée. Alors, pour mettre une force concentrée, vous pouvez éventuellement prendre vos mains et appuyer dessus. J'ai l'impression qu'il y a un problème dans mon dessin, je ne peux pas le tourner. Ok, bah, désolé, vous allez imaginer que ceci soit un doigt qui appuie sur la ficelle exactement à l'endroit où je veux appuyer, et donc en appuyant et en appuyant plus fort que le poids propre de la ficelle, donc en fait le poids propre de la ficelle ne compte plus rien, la ficelle va prendre cette forme. Donc c'est ce qui va se passer lorsque je mets un appui quelque part, c'est qu'il va y avoir une réaction verticale. Cela signifie de quelque manière la ficelle va prendre cette forme, peut-être bien la forme inversée. Voilà.
dans laquelle je la tire vers le haut. Ce n'est pas important exactement pour l'instant d'établir laquelle des deux formes elle va prendre, parce que ça va venir tout seul. Mais il est clair que là où il y a un appui simple, lui, il va générer une réaction verticale. Attention, nous ne savons pas si c'est une réaction verticale vers le haut ou vers le bas. Et d'ailleurs, nous savons que ceci se passe si la réaction est vers le bas, et ceci si la réaction est vers le haut. La main, en fait, applique exactement une force qui est similaire à la réaction en question. Alors, nous avons un dernier point dont il faut que nous tenions compte, c'est le point C. Qu'est-ce qu'il dit le point C? Alors, le point C, c'est une extrémité libre de la poutre. Et donc, en tant que tel, et il n'y a pas de force appliquée, il va dire deux choses. Il va dire que V est égal à 0, parce qu'en fait, il n'y a pas de force appliquée, donc il n'y a pas d'effort tranchant, il n'y a pas de moment appliqué, il n'y a donc pas non plus de moment fléchissant appliqué. Voilà les deux affirmations de C dont on va pouvoir se servir, parce que ceci signifie, comme nous avons déjà dit, V égale à 0 signifie M' égale à 0, et M égale à 0, c'est simplement M égale à 0. Nous avons donc toutes les informations nécessaires. Vous allez les mémoriser. Chaque fois qu'on a une glissière, on aura la tangente au diagramme du moment, donc la pente du diagramme du moment qui est nulle, la tangente qui est horizontale. Chaque fois que nous avons un appui simple, nous allons retrouver un coude dans le diagramme du moment. Et puis, chaque fois que nous avons une extrémité libre, nous allons nous le retrouver avec un point du diagramme où à la fois le diagramme a valeur nulle et sa pente est nulle, donc sa tangente est horizontale. Voilà, c'est donc le moment de reprendre notre ficelle initiale. Voilà, je réduis un petit peu les commentaires parce que sinon ça prend trop de place. Voilà, donc avec ces informations-là, je vais prendre la ficelle initiale et je vais faire, la seule chose que je suis autorisé à faire, c'est déplacer les mains afin d'obtenir des informations cohérentes entre la forme qui prend naturellement la ficelle sous le chargement et les informations qui sont demandées par les liaisons. Alors, puisque l'effort tranchant est égal à 0 à 1, il va falloir que je tire suffisamment vers la droite afin que ici, la tangente soit nulle. Tangente nulle, ça, c'est ça. Donc là, je vais tenir la ficelle de telle manière que la tangente ici est horizontale. Tangente nulle, pardon. Tangente horizontale, dérivée nulle. Voilà. Ces points-là, il a encore le droit de monter. Et il doit monter, comme on a dit, de telle manière que cette partie est la partie courbe qui répond à la charge Q. Et cette partie reste droite parce qu'elle répond à une zone dans laquelle il n'y a pas de charge. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui répond bien à la condition qu'on avait donnée à A, donc tangente horizontale, et qui répond bien à la présence de la charge Q entre A et B et de aucune charge entre B et C. Ce qui se passe au point B,
c'est qu'il intervient un phénomène comme c'est indiqué ici. C'est-à-dire qu'il y a une force concentrée, c'est la réaction de l'appui B, qui va créer un coude sur la ficelle. Donc il va se créer ce coude et donc je peux imaginer effectivement que cette partie de la ficelle, voilà, puisse se déplacer comme ça. Donc je peux tirer plus ou moins en haut pour former ce coude. Et respecter l'autre condition. Donc toutes ces conditions-là sont bonnes. Toutes ces conditions que je suis en train d'indiquer sont compatibles avec quoi? Elles sont compatibles avec tout ce qu'on a dit précédemment parce qu'elles ne touchent rien du côté AB et elles sont compatibles avec la présence d'un appui simple qui fait qu'il est possible d'avoir un coude vers le haut ou vers le bas. Ça, je ne sais pas encore. Ceci est une position admissible pour le moment. Je ne sais rien pour dire que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est admissible aussi. Or, il va falloir que je tienne compte de ce qu'il me dit C pour retrouver la position de ce dernier morceau de ficelle. C me dit que la pente est nulle en C, donc la ficelle doit arriver en C en étant horizontale. Voilà. Ici, j'ai respecté la condition V égale à 0 sur la ficelle. Donc, je vais mettre en vert les conditions que j'ai respectées. J'ai respecté M' égale à 0 en A. J'ai respecté la condition qu'il y a une réaction en B. J'ai respecté la forme due à la charge. Alors je vais ajouter peut-être une petite phrase qui dit la charge. La charge dit la ficelle a la forme d'une parabole avec la concavité vers les hauts. Voilà, ça c'était une condition qu'on avait déjà remplie en donnant la ficelle et la forme concave, et donc ça c'est aussi bon, je peux mettre en vert. Et puis j'ai aussi respecté le fait que la dérivée de m, donc la pente, est nulle. La dérivée est nulle, la pente est nulle, la tangente est horizontale au point C. Il me reste une seule condition à vérifier. Malheureusement c'est un peu plus petit parce qu'il n'y avait pas trop la place, mais bon, je vais faire la place parce que c'est important. Voilà. En tout cas, plus grand, plus petit, ce n'est pas un rapport d'importance, c'est un problème de place sur le tableau, bien entendu. Alors, il nous reste à respecter cette condition. Il faut que le moment soit nul au point C. Donc, vous voyez, cette solution qui est indiquée ici, elle respecte tout, sauf la condition m égale à 0. Donc, en effet, pour l'instant, elle respecte tout. Je pourrais la mettre plus haut, plus bas. Toutes les solutions de cette ficelle que je peux obtenir en déplaçant verticalement ce dessin sont bonnes. Donc la dernière condition à respecter, c'est exactement que la ficelle passe par le point C. Voilà, en faisant comme ça, j'ai rempli la dernière condition, m égale à 0 ici. Eh bien, cette courbe que vous avez obtenue en respectant toutes les conditions est exactement les diagrammes du moment pour cette structure. Donc, c'est un résultat sur la structure que je vais dessiner.
Voilà, je vais effacer les notes. Ceci est la solution, les diagrammes du moment pour la poutre en question. C'est très important de l'avoir tracé. Donc le diagramme est tracé avec les zéros sur l'axe de la poutre, c'est plus simple pour le lire comme ça. On pourrait très bien le tracer en les décalant, une fois qu'on l'a identifié. On peut très bien les tracer décalés et se donner un axe. Voilà, et ceci représente la fonction m de x. Il nous resterait éventuellement pour... Donc là, on se rend compte évidemment qu'au point A, on a le moment maximal. Il nous resterait éventuellement le problème de calculer le moment MA afin de connaître ce diagramme maximal et par conséquent pouvoir dimensionner entièrement la poutre. Or, la méthode pour calculer MA, elle est connue, donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et puisque, comme je vous ai dit, les moments fléchissants et la grandeur et l'effort intérieur qui souvent génère la rupture, donc celui par rapport auquel on fait toujours les premières vérifications, on peut d'une quelque sorte affirmer que cette poutre aurait une forme optimale si son hauteur structurelle, avec une hauteur structurelle en proportion au moment fléchissant appliqué. Et donc là, pour réaliser cette structure, nous pouvons placer une poutre de forme variable avec plus d'épaisseur au point A et moins d'épaisseur entre le point, donc jusqu'au point B, et puis entre le point B et le point C. Donc l'épaisseur qui s'est réduite progressivement entre A et B et qui est constant entre B et C est plus petit. Cette forme-là serait la forme qui économise le plus de matière si, bien sûr, le chargement est seulement celui-ci qui est indiqué. Il s'agit d'une condition qui n'est pas forcément remplie dans les structures réelles où les charges sont toujours variables. On peut, une fois qu'on a identifié les diagrammes du moment, on peut assez facilement calculer les diagrammes de l'effort tranchant parce qu'il suffit de dessiner les diagrammes qui correspondent à la pente du diagramme qui est au tableau. Donc, bien sûr, ceux qui savent calculer les dérivés peuvent faire un calcul des dérivés, mais même ceux qui ne savent pas calculer les dérivés peuvent constater quelque chose, peuvent constater que ce diagramme a une pente nulle ici, c'est d'ailleurs ce qu'on avait dit au début. Donc, puisque la pente est nulle, si je veux dessiner les diagrammes de la dérivée, je dois mettre ici 0, donc le diagramme de l'effort tranchant ici passe par 0. Et puis vous avez une pente croissante. Hein, vous voyez, la pente est de plus en plus importante jusqu'au point B. Et ensuite, après le point B, la pente revient à 0. Donc là, on va voir un saut dans la pente, une discontinuité. Donc la pente est nulle, la pente grandit et la pente revient nulle avec un saut ici. Alors la question c'est, est-ce que cette pente est une pente négative ou positive? On la verra après. Mais pour l'instant, on a donc une pente variable. Et un saut au point B. Est-ce que cette pente est variable linéairement comme je l'ai dessiné ou est-ce qu'elle est variable avec une autre allure? Eh bien, l'information sur cela ne vient de la charge Q. La charge Q, en fait, nous l'avions vu, est à son tour proportionnelle à la dérivée de l'effort tranchant. Donc, si Q est constant, c'est que la pente est constante, la pente de l'effort tranchant. Donc, ceci nous permet de dire qu'effectivement, c'est une droite. Et c'est ça aussi qui nous permet de dire que la forme du dénouement est une parabole, parce que la dérivée d'une parabole, donc la pente d'une parabole, est en effet une droite. Donc ça, c'est le diagramme de l'effort tranchant avec un saut en ce point-là. Et ce saut de l'effort tranchant est effectivement donné par la réaction de l'appui qui va être présente ici et qui va générer ce saut. Alors, pour calculer la valeur maximale de l'effort tranchant, il suffira de calculer l'effort tranchant en B
tout de suite à gauche, attention, non pas à droite, mais à gauche du point B, parce que si on se place à droite, on a 0. Et ceci, on peut le faire avec les méthodes de calcul des efforts en un point qu'on a déjà étudié en cours. Donc, je vous invite à calculer par exercice les deux valeurs extrêmes, en vous donnant ici la solution. La valeur maximale de l'effort tranchant est 2QL. Et la valeur maximale du moment fléchissant est 2QL au carré. Les diagrammes du moment fléchissant par la méthode indiquée est toujours dessiné du côté des fibres tendues, ce qui signifie que si vous voulez isoler un petit élément de poutre, afin d'imaginer comment les efforts s'appliquent, les efforts antérieurs s'appliquent sur cet élément de poutre. Vous pouvez le dessiner comme ça. Pardon, il y a eu un problème. Ces pictogrammes représentent comment les éléments de poutre sont chargés par la flexion, donc avec les fibres tendues en bas et les fibres comprimées en haut, tout le long de la branche 2L. Ils ne sont pas, donc entre A et B, ils ne sont pas tendus en bas ou en haut, ils ne sont pas du tout sollicités entre B et C. Et pour ce qui est de l'effort tranchant, vous pouvez regarder l'analogie avec le diagramme, avec la ligne funiculaire. Pour que la ligne funiculaire penche comme ça, il va falloir appuyer vers les bas à gauche et vers les hauts à droite. Voilà, par l'effet que c'est tout est un peu tordu dans ces dessins. Ceci est ce que conventionnellement serait un effort tranchant de signe négatif par rapport à notre convention habituelle. Eh bien, c'est le cas ici. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'on passe d'un moment maximal positif, parce que tout ceci, ce sont des moments conventionnellement positifs. On passe d'un maximum positif à 0.
Et donc, nécessairement, on est en train de faire décroître la fonction m. Décroissance de la fonction m signifie que la dérivée est négative, la pente est négative, et donc l'effort tranchant est négatif. Donc, ce que j'indique ici par 2QL, c'est la valeur absolue au point en question, et le signe est indiqué par ces pictogrammes. Donc 2QL représente l'intensité d'une force qui sera dirigée vers le haut si on regarde la facette de droite de n'importe quel élément de poutre, et vers le bas si on regarde la facette de gauche. En indiquant les signes comme c'est fait au tableau, on évite tout inconvénient de doute sur les notations ou sur les conventions, et donc personnellement je vous conseille d'utiliser ce type d'informations. Donc ceci complète le premier exercice et on va en traiter un deuxième. Pour l'instant, merci pour votre attention.